Salut à tous, enfin à tous. Salut! Et salut, alors je vois qu'il y a tout le monde, il y a Gigos. Alors Gigos qui m'a énormément aidé sur Twitter la fois dernière où j'étais vraiment en galère, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vois qu'il y a Nico aussi, il y a Prince Rour, il y a Yuck, Bones Enfant Fou toujours là, Da Coffee Time. Vas-y, parle Florent, voir si c'est bon au niveau de... Hello! Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah bah ils disent que le son est bon pour eux. Bon bah super, écoute, c'est parti. Allez. Donc, bon, alors voilà, moi je vous explique rapidement. L'idée c'est que là ça va faire une petite semaine que je me tape énormément de docs autour de cette affaire. Et je me rends compte que j'avais commencé déjà à écrire un script, et entre ce que j'ai commencé à écrire et ce que j'ai découvert au fur et à mesure, quand je suis revenu sur mon premier script, je me suis dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est nul! Il n'y avait rien de cohérent par rapport à ce que j'ai découvert par la suite. Donc je me suis aperçu que j'étais encore vachement dans le fantasme de ce que je croyais savoir sur cette histoire. Donc j'en ai parlé souvent à Florent, je l'ai appelé de temps en temps pour lui dire écoute, là j'ai découvert encore un nouveau truc qui change complètement la donne par rapport à ce qu'on croyait savoir, etc. Donc moi j'ai lu, alors je vais vous dire un truc, si vous vous intéressez à l'affaire du Dahlia Noir, il y a ce bouquin qui est... En fait, je pensais qu'il était très intéressant, mais en vérité il est très mauvais. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'approximations, et surtout le mec il veut tellement nous vendre sa soupe que il fait du cherry picking, il garde des infos pour aller dans un sens, mais en fait il y a beaucoup de déformations, c'est vraiment très mauvais. Et ces deux bouquins, celui-là et celui-là de Bourgoin, qui sont pareils, assez mauvais finalement. Bourgoin, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est des copier-coller de sites existants déjà, traduits maladroitement en français, donc il y a plein d'incohérences, bon bref. Donc voilà, le film de De Palma, je ne l'ai pas revu, je vois qu'il y a Julius qui pose la question, tout simplement parce que c'est une fiction. Donc à partir du moment où c'est une fiction, il n'y a rien de bon. Et moi, ma démarche, et ce qu'on veut faire avec Florent, c'est qu'on veut s'éloigner un max de tout ce qui est fantasme lié à cette histoire pour coller au plus près de la réalité. Et en fait, pour coller au plus près de la réalité, il n'y a pas 36 solutions, faut vraiment se frotter aux documents. Je suis allé sur le site du FBI, il y a des documents déclassifiés, c'est une mine d'informations de tarés. Et dedans, il y a énormément de choses de l'affaire qui ne sont même pas reprises dans les bouquins en question. Donc là, je vous explique. Sur la droite de l'écran, c'est Florent qui est en train de dessiner. Et puis sur la gauche, c'est ce que moi je vous fais partager par rapport au scénario, au script, etc. Donc voilà. Moi, je me suis tapé tout ça. Donc il y en a vraiment un paquet. Hein. C'est vraiment des rapports, des interrogatoires, des pièces à conviction, des morceaux de journaux qui sortent des documents déclassifiés du FBI. Et en lisant ça, j'en ai appris beaucoup plus sur l'histoire qu'en lisant tous les bouquins à la con où les uns et les autres prétendent trouver l'assassin alors qu'ils trouvent juste que dalle parce que c'est complètement incohérent. Et surtout, là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans ces documents, il y a par exemple des cas dont on a très peu entendu parler ou à la limite qui sont à peine évoqués dans les bouquins, ou en tout cas jamais de la bonne façon. Mais notamment le cas d'un soldat en fait, bon, je vais peut-être pas rentrer tout de suite dans les détails, mais en tout cas il a été arrêté et soupçonné d'avoir tué Elizabeth Short. Il y a eu un interrogatoire vraiment costaud dans lequel il décrit vraiment par le menu les 2 jours qu'il a passé avec elle, et ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Et du coup, moi j'ai appelé Florent pour lui dire écoute Florent, il y a la première idée qu'on avait, c'est-à-dire l'approche de quand elle est à San Diego et jusqu'à son retour à Los Angeles où elle disparaît, est très intéressante. Néanmoins, avec tout ce que j'apprends là en ce moment, je pense qu'il faudrait faire plus de 30 pages parce que ça devient de plus en plus passionnant. Et je pense que le faire en 30 pages, ça serait vraiment griller une cartouche de manière costaud, quoi. Donc voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, de mon côté, je pense que ça serait bien de faire un spécial, un bouquin spécial là-dessus. Donc soit ouais, un format la Doggy Bags présente ou même Doggy Bags One Shot avec un bon gros dossier bonus
Parce que là, en termes de bonus, je vais vous Ah, il est montrer. très fort. Hein. Ouais, et je vais vous montrer où j'en suis. Si vous voulez, c'est pas juste pour m'amuser à faire du bonus pour faire du bonus, c'est que pour écrire l'histoire, j'avais besoin de connaître les tenants et les aboutissants. Savoir d'où elle vient, pourquoi, comment elle s'est retrouvée à Los Angeles, par quel intermédiaire, qui elle a rencontré. Et tout ça, j'ai besoin de savoir tout ça parce que s'il y a des choses qui m'échappent, je suis pas à même de fabriquer une histoire cohérente par rapport à la vraie histoire. Donc voilà, rien qu'en termes de bonus, j'en suis là et c'est même pas vraiment terminé. Et puis en termes de script, ben là je m'appuie du coup sur les interrogatoires très poussés de certaines personnes qui l'ont rencontré. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que plutôt qu'inventer des scènes, etc., on allait choisir avec Florent, je pense, 3 scènes les plus documentées, de manière à se rapprocher le plus possible d'un tableau réaliste de qui elle était et de ce qui s'est passé. Donc voilà, moi ça me semblait être une bonne approche, quoi. Du coup, Florent, lui, en ce moment, il est en train de se faire un peu la main sur le personnage et sur son visage, etc. Et puis on s'était dit, tu veux peut-être en parler, Florent, par rapport au côté pin-up, on s'était dit déjà... On s'est dit que ça serait sympa de la représenter en pin-up, parce que c'était vraiment typique de l'époque. Elles sont apparues à cette époque-là. L'iconographie, elle est très très forte par rapport à ça. Et puis la personnalité d'Elisabeth s'y prête plutôt bien. Elle était assez pétillante, elle avait envie de séduire, elle était très, très séductrice. Les pin-up ont ce côté un peu innocent, un peu oups, j'ai pas fait exprès d'être sexy, quoi. Et dans ce qu'on comprend du personnage d'Elisabeth, il y a ce côté un peu femme-enfant. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas. Ouais, carrément, carrément. C'est quelqu'un qui séduisait énormément, qui se faisait beaucoup entretenir parce que, en fait, de ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est que, en tout cas de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas découvert grand-chose, mais j'ai compris ça de la personnalité qui ressortait des interrogatoires, des coupures de journaux et des rapports de police, c'est que c'est une fille qui voulait réussir, elle voulait vraiment réussir par elle-même. Elle était belle, mais elle était quand même ce qu'ils disent average good, quoi, c'est-à-dire plutôt ok, mais elle avait pas le truc pour percer. Ça. Du coup, elle bossait, donc elle faisait pas mal de petits boulots, des petits jobs de serveuse et tout. Elle était quand même un peu fleur bleue dans l'idée, elle voulait se marier. Son leitmotiv, c'était de se marier, et plutôt avec un militaire, parce que depuis jeune, elle a fréquenté beaucoup de militaires. C'est un truc, hier j'ai eu Blacky aussi au téléphone, et je lui ai expliqué qu'il y a quelque chose on n'a pas forcément le réflexe quand on réfléchit à l'histoire avec notre cerveau de 2020, c'est qu'on est quand même aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand elle va à Los Angeles. Et en fait, la population californienne, à cette époque, a augmenté de 30%, et 30% de militaires. Ça fait qu'il y avait des militaires vraiment dans tous les coins. Du coup, pour elle, c'était vraiment... voilà, c'était un univers qui l'attirait, parce que c'est un univers qu'elle connaissait bien. Donc ça serait plutôt le côté pin-up militaire de l'époque où elle était à Camp Crook, en 43. Et puis ça, c'est plutôt quand elle est en voyage. C'est plutôt quand il y a Red qui la rencontre. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Ouais, même quand elle arrive à Hollywood, un petit peu avant. Ouais, quand elle arrive à Hollywood, il y a ce côté voyageuse. Par contre, tout le délire de la meuf qui descend de sa province du Massachusetts et qui débarque à Hollywood pour percer, c'est complètement à côté de la plaque, en vrai. De tout ce que je lis, c'est vraiment... en fait, ça a été étape par étape. Elle s'est retrouvée à un moment à se dire, tiens, je pourrais faire du cinéma, mais c'était pas une volonté au début. Au début, comme le médecin a vu qu'elle faisait de l'asthme et que potentiellement ça pouvait tourner en tuberculose, il lui a conseillé d'aller dans des régions beaucoup plus chaudes, parce que dans le Massachusetts, il faisait extrêmement froid, surtout l'hiver. J'ai vu en plus qu'en 47, il y avait eu un blizzard de taré sur la côte est des États-Unis avec genre 30 cm de neige sur les routes, etc. Et donc il faisait extrêmement froid à cette période. Du coup, elle a décidé d'aller vers des régions plus chaudes, notamment Miami. Au départ, c'était plutôt Miami, quoi. Et ensuite, elle est allée vers la Californie, tout simplement pour rejoindre son père qui avait repris contact avec elle. Donc,
à l'époque, il n'y avait pas d'idée de « Ah bah tiens, je vais aller à Hollywood pour percer ». C'était vraiment pour souci de santé. Et c'est au fur et à mesure, donc son père l'a invité à venir en Californie. Lui, il bossait sur une base militaire. Là, elle a commencé à comprendre comment ça se passait au niveau des militaires et tout, qui recrutaient beaucoup de civils pour tout ce qui était tâches ménagères, accueil à la poste, etc., etc. Il y avait énormément de... En fait, la Californie, c'était la base arrière pour les mecs qui partaient faire la guerre dans le Pacifique. Donc il y avait énormément de boulot pour les civils. Et puis du coup, quand ça s'est mal passé avec son père et qu'elle a quitté la maison de son daron, elle a décidé de s'assumer elle-même en se disant, ben, vu qu'ils recrutent pas mal de civils sur les bases militaires, je vais aller dans une base militaire. Donc elle est allée à Camp Crook, qui est pas loin de Santa Barbara, où elle avait une colocation avec une copine à elle. Et puis là, bon, elle a commencé à sortir avec de plus en plus de bidasses, etc. Et puis après son arrestation à Santa Barbara, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais bon voilà. Mais elle a décidé de tenter sa chance justement à Los Angeles parce qu'il y avait quand même pas mal d'opportunités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment le rêve californien, quoi. Tous les possibles étaient envisageables. Donc c'était pas forcément tant pour le cinéma, même si elle avait ça dans un coin de sa tête, mais c'était plus pour se dire, ok, la Californie, c'est the place to be quand on est aux États-Unis, quoi. Donc je vais vous dire aussi un truc. Alors je regarde un petit peu dans le chat ce qu'ils disent. Donc ouais, Woodley's, effectivement, il fallait trouver le bon militaire, mais elle l'avait trouvé, hein. Enfin, en tout cas, elle pensait l'avoir trouvé. Elle avait rencontré un type justement à Miami, quand elle était serveuse à Miami. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai tout retrouvé, c'est-à-dire qu'elle était serveuse au Beachcomber. Beachcomber, c'était un peu un restaurant un peu tiki. Voilà, c'était ce truc-là. Et aussi au Mami's. Et du coup, il y avait pas mal de militaires aussi là-bas. Et le militaire qu'elle a rencontré, le premier, c'était Matt Gordon, et qui est parti ensuite en Inde, et qui est mort dans un accident d'avion. Mais ils avaient a priori, en tout cas de ce qu'elle disait, promis de se fiancer. Donc voilà. Et ensuite, elle avait rencontré aussi un autre gars, Gordon Fickling, qui restera longtemps. À un moment donné, quand elle est retournée en Californie la première fois, elle a vécu avec lui pendant un petit moment. Et puis ils se sont aperçus que c'était ultra anti-climax de se revoir par rapport aux lettres. Ils s'envoyaient des lettres enflammées, en fait, et en fait, quand ils se sont vus, ils se sont dit, mais ils ont eu énormément de mal à cohabiter. C'était à une époque où ils étaient à Long Beach. Et en fait, pendant que le mec bossait, elle passait sa journée à la plage, quoi, un petit peu à rien foutre. Et c'est dans un drugstore près de la plage où elle avait ses habitudes, où apparemment elle allait toujours à la fontaine à soda, que les mecs l'ont appelée Dahlia Noire, parce qu'elle était toujours habillée de noir, elle avait ses cheveux noirs et souvent elle mettait une fleur, parce que c'était la mode polynésienne un peu à l'époque. Et comme à l'époque il y avait un film qui s'appelait Blue Dahlia, qui passait sur les écrans et c'était un blockbuster, eux, comme il la trouvait séduisante, apparemment tous les mecs qui la voyaient voulaient un petit peu se la faire, quoi. Il l'avait surnommée Black Dahlia, en rapport à ce film Blue Dahlia. Donc voilà. Ouais, Florent, il va très très vite, il bosse très vite, je sais pas comment il fait, c'est assez impressionnant. Alors, Bonne s'en fou, dit Gordon, il a été flic à Gotham. C'est incroyable, c'est que dans cette affaire, il y en a la masse de Gordon, il y a la masse de Hanson. J'ai l'impression qu'ils avaient 4 noms à l'époque et tout le monde avait le même nom. Non, mais ça va devenir fou, quoi. Ce qui crée des fois des erreurs, en fait. Les French, je crois, à un moment donné, il y a la qui s'appelle French aussi. Hein. Il y a le patronyme French qui revient souvent. Il y a le mot Gordon qui revient souvent, que ce soit un prénom ou un nom de famille. Il y a Hanson qui revient souvent, le flic principal de l'affaire, il s'appelle Hanson, et Mark Hanson, qui était le mec qui avait embauché Elisabeth au moment où elle était à ça de percer. Enfin, elle était à ça de percer, pas vraiment. Disons qu'elle était dans la place, elle aurait pu avoir un rôle dans une revue un peu de charme, mais lui, il a considéré qu'elle avait une trop mauvaise dentition pour réussir. Du coup, elle est restée cantonnée à des rôles de serveuse. Elle va rester dans l'histoire comme la meuf qui avait des dents pourries. C'est malheureux, hein, quand même. Ça s'est peut-être pas joué à grand chose en fin de compte. Pas joué à grand chose, ouais.
donc Julius dit c'est fou comment tu connais bien l'histoire, c'est passionnant de t'écouter. En fait, je la connaissais pas du tout la semaine dernière encore. C'est-à-dire que la semaine dernière, je pensais la connaître comme beaucoup de gens parce que j'avais lu quand même beaucoup de choses à ce sujet. Mais c'est vraiment en fouillant dans les archives déclassifiées du FBI. Alors, je dis bien déclassifiées, c'est ça qui est excellent, c'est-à-dire que de temps en temps, dans les bouquins, je crois dans celui-là, et dans quelques sites internet, ils font des approximations parce que les noms étaient caviardés, pour pas que les mecs aient de problème. Et du coup, ils faisaient des suppositions, genre ils disaient ah mais ce militaire-là, ça doit être ce gars-là, et donc ce gars-là, en fait, il a fait ça et tout. Et des fois, de plusieurs témoignages, ils en faisaient un seul personnage, et c'était complètement faux, parce que maintenant que c'est déclassifié, je vois bien qu'il y a plein de théories sur un supposé mec qui s'appelait Ed Burns, qui aurait été militaire, etc., dont on aurait retrouvé la photo dans les affaires d'Elizabeth, et du coup qui était suspecté. En fait, pas du tout, il n'y a pas de Ed Burns. Et du coup, il y a un des militaires qui soupçonnait d'être ce fameux Ed Burns, parce que son nom avait été caviardé. Donc maintenant son nom est apparu, donc c'est Peter Fletcher, c'était pas du tout le mec à qui on pensait initialement. Et puis il se trouve que le mec avait absolument rien à voir avec ni avec un dénommé Ed Burns, ni avec les photos qu'on avait retrouvées sur elle, etc. etc. Donc voilà, alors je sais pas si ça va intéresser les gens, mais c'est pour dire un petit peu à quel niveau j'en suis dans le délire de documentation. C'est que... Alors, vous allez voir ce que je vis depuis une semaine. Voilà, moi je tiens vraiment à ce que on fasse pas d'à peu près ni d'approximation. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de rechercher l'adresse. Parce qu'à un moment donné, Elizabeth a fui quelque chose à Los Angeles, ça c'est clair. Elle s'était pris la tête avec ses colocatrices donc, du Chancellor Hotel, qui apparemment étaient certaines d'entre elles étaient des délinquantes reconnues. Elle avait quitté Los Angeles et elle était partie, soi-disant, elle avait dit à son amie de l'époque qu'elle partait à Berkeley, qui est à San Francisco, pour voir sa sœur, mais a priori, c'était pas du tout le cas, elle était partie à San Diego. Et alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est une de ses amies, une de ses meilleures amies qui était restée plus d'un mois avec elle à Los Angeles, qui s'appelle Marjorie Graham, avait dit qu'Elizabeth lui avait dit qu'elle partirait à San Diego. Elle lui avait dit à elle, bien clairement à San Diego, parce qu'il commençait à faire froid à Los Angeles. Et en plus, chose que j'ignorais complètement, et ça Florent, ça serait intéressant de le mettre, c'est que à Los Angeles à l'époque, la pollution, elle était plus impressionnante qu'aujourd'hui. Non. Et elle, en plus, elle était asthmatique. Elle était censée partir dans un climat plus chaud pour son asthme, et elle se retrouve à Los Angeles qui est ultra pollué. Donc, comme il commençait à faire froid, et à mon avis à cause de la pollution, elle a dû partir, elle est partie à San Diego, quoi. Et je pense aussi que comme, de ce que je comprends au fur et à mesure, elle se sentait traquée, alors, soit c'était un syndrome de persécution, soit c'était réel. Je pense aussi que quand elle disait qu'elle allait voir une sœur à Berkeley, c'était aussi pour flouter les pistes. Donc voilà, ça c'est le smog. Ah ouais, c'est impressionnant quoi. Et il y a pire, tu vois. Apparemment c'est un vrai fléau quoi. Et ce qui est marrant, c'est que dans sa déposition, le Fletcher là en question a dit que il avait remarqué que bon, elle portait des lunettes de soleil, mais quand elle retirait ses lunettes de soleil, elle avait les yeux rouges. Et moi, si tu veux, quand j'ai lu ça, je l'ai noté, je me suis dit, ok, c'est intéressant, elle avait un peu les yeux rouges. La plupart du temps, il dit. La plupart du temps, elle avait les yeux rouges. Et je me suis dit, c'est quoi? Pourquoi elle aurait les yeux rouges? Elle pleurait ou quoi? Mais lui, il disait qu'elle avait pas l'air du tout inquiète à ce moment-là. Et en fait, ensuite, j'ai compris, quand j'ai cherché les photos, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'était l'allergie. Et je suis tombé sur cet article en fait qui disait que la pollution de l'air avait atteint son pire niveau à Los Angeles entre les années 40 et 50. Donc j'ai compris, je me suis dit ok, bah c'est à cause de ça. Quoi. C'est intéressant, ça graphiquement, ça va être un truc qui sera tout à fait réutilisable. Bah oui, parce que gros soleil et... Oui, ça fait un mélange, c'est incroyable, hein. Visuellement c'est... Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que j'ai noté. C'est bien, j'aime bien qu'il y ait de la brume, c'est mieux pour dessiner.
Bah, et ce qui explique cette fameuse scène quand elle a quitté le Biltmore Hotel, où elle s'enfonce dans la brume, tout le monde dit, mais ça se trouve, c'était pas tant de la brume que de la pollution, quoi. Bah, il y a des chances parce que. Ouais, si, c'est quand même un air qui est assez humide, la Californie. Ouais. Mais ouais, ça peut très bien être la pollution, quoi. Los Angeles, c'est pas humide, hein, l'air. Ouais. Donc voilà. Et du coup, quand elle est partie à San Diego chez une famille qui s'appelait les French, donc en fait, elle n'est pas partie chez une famille. Disons qu'elle est. De ce que je comprends au fur et à mesure, elle avait l'habitude de taxer de l'argent. En fait, je crois qu'au bout d'un moment, elle était à court d'économie, elle était vraiment paumée, et elle essayait d'apitoyer les gens qu'elle croisait de manière à ce que les gens puissent l'aider. Et ça, je pense qu'elle tient ça de... En fait, en 1943, quand elle était à Santa Barbara, elle s'est fait arrêter par la police parce qu'elle était en train de picoler avec des militaires dans un bar, et elle était mineure. Aux États-Unis, la majorité, ça a 21 ans. Et quand les flics sont arrivés, elle a prétendu qu'un des militaires était son mari, parce qu'apparemment, quand tu étais accompagné de ton mari, tu étais autorisé à boire si tu étais une fille. Toujours est-il que cette flic-là l'a prise un peu en pitié, et elle l'a hébergée chez elle 9 jours avant qu'elle se fasse juger par le tribunal des mineurs. Et apparemment, Elisabeth, elle lui avait réécrit une lettre derrière en disant vraiment merci, en gros, grâce à vous, vous m'avez sauvé, quoi. Parce qu'elle sentait qu'elle partait sur une pente un petit peu déclinante. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle est toujours restée avec cette idée-là que, quelque part, où qu'elle aille, elle tomberait sur un bon samaritain qui l'aiderait, quoi. Et de fait, quand elle est partie à San Diego, elle savait pas où elle allait. Et elle est allée... je pense qu'elle avait vraiment pas de rond, et elle est allée dans un cinéma qui s'appelle le Aztec Theater. Il était ouvert toute la nuit, tout simplement parce que il y avait 3 films qui passaient les uns après les autres, quoi. Et c'était très peu cher, c'était tellement pas cher que du coup il y avait les clochards du coin qui de temps en temps se payaient une séance de cinéma de manière à rester toute la nuit dans le cinéma, enfin en tout cas une partie de la nuit dans le cinéma. Et elle, c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a pris un billet de cinéma et elle s'est endormie dans le fauteuil. Et à mon avis, je pense qu'elle avait déjà dû juger un petit peu l'ouvreuse en se disant elle a l'air gentille et soit elle va pas me virer, soit elle me proposera un truc, c'est possible, hein. Ou alors pas du tout, ça se trouve elle s'est juste endormie et puis voilà, peut-être celle-là c'est moi qui spécule. Mais effectivement, quand la nana est venue pour s'assurer que tout le monde était bien parti à la fin de la 3e séance, elle a vu qu'il y avait Elisabeth qui était endormie dans un fauteuil. Et elle lui a proposé Elisabeth lui a raconté ses malheurs, elle a dit que elle avait fui Los Angeles parce qu'elle avait voulu faire carrière dans le cinéma, mais que c'était très difficile, et en plus il y avait un petit ami jaloux qui l'a persécuté là-bas, etc. Et qu'elle avait pris refuge à San Diego, et qu'elle ne savait pas où aller, qu'elle n'avait pas d'argent, etc., etc. Si bien que la fille lui a proposé de l'héberger. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça vous montre un petit peu le niveau de détail dans lequel on est, c'est que moi je me suis dit, ok, c'est une partie de l'histoire qui nous intéresse avec Florent. Maintenant j'aimerais bien savoir où, quand, comment, donc quand on l'a, c'est la date on l'a précisément. Je voulais savoir absolument à quoi ça ressemblait cette maison, parce qu'à un moment donné je lis que c'est écrit Pacific Beach, donc je me dis ouais, Pacific Beach, donc est-ce que c'était une maison près de la mer? Moi j'ai besoin de savoir ça parce qu'à un moment donné, Florent, je vais lui dire voilà, elle trouve refuge dans une maison chez une famille qui s'appelle les French. À quoi ressemble la maison, quoi. Du coup j'ai commencé à chercher l'adresse. Et dans les bouquins, évidemment, dans tous les bouquins que j'ai lus, il n'y avait pas l'adresse. Il y avait juste, il y avait juste la maison des French. Donc on avait bien le nom, Elvera French, dit Vera French, et Dorothy French, et son frère, dont on ignorait tout, qui vivait à Pacific Beach. Du coup, je cherchais, je devenais fou. Je dis putain, mais jamais ils vont nous sortir l'adresse, quoi. Bon, bref. Et à un moment donné, comme j'avais déjà galéré sur un dossier où je m'étais un peu cassé les dents, parce que dans une autre histoire, elle se fait prendre en stop par un gars. Dans l'histoire, ils disent près du bureau de la Western Airlines. Et moi, je regardais Western Airlines, je dis mais c'est où? Putain, je trouve pas. Et je trouvais pas. Et en plus, la Western Airlines, elle existe absolument plus. Et j'avais envoyé un tweet en disant
le premier qui me trouve l'adresse du bureau de la Western Airlines, on lui enverra avec Florent un album dédicacé de ce qu'on est en train de faire. Et dans ma tête, je me disais bon courage parce que pour trouver ce truc-là, c'est juste impossible. Et en fait, les mecs, ils se sont creusé la tête et c'est Gigos là qui est en train de nous écouter qui m'a sorti en premier cette photo. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui m'ont envoyé des photos d'avions, de tarmac et tout, genre l'aéroport. Je dis mais non, c'est pas l'aéroport, c'est là où on achète, c'est là où on descend en centre-ville pour acheter les billets quoi. C'est pas l'aéroport. Je savais que c'était dans le downtown qu'elle s'était fait prendre en voiture. Et en fait, voilà. Et là, il m'a trouvé ça. Effectivement, c'était ici, dans cette agence. Je sais pas comment il a fait. Bah, il a cherché, hein, il était plus malin que moi, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à me creuser la tête, après, il y a d'autres gens qui m'ont envoyé des trucs. Hein, ils avaient retrouvé ça, quoi. Ils avaient retrouvé l'adresse sur des trucs de journaux, etc. et tout de l'époque. Donc, vraiment costaud, quoi. Et du coup, quand j'ai galéré à trouver la maison et l'adresse de Vera French, j'ai demandé à Gigos, j'ai envoyé un message, j'ai dit écoute, si tu sais pas quoi faire là pendant le confinement, voilà, je cherche l'adresse exacte de là où a vécu Elisabeth. Donc elle a été hébergée chez une famille qui s'appelle les French à Pacific Beach entre le 8 décembre et le 9 janvier 46. Donc si tu peux me trouver ça, tu serais champion quoi. Il a trouvé que la rue, c'était Camino Pradera. Enfin, c'était même écrit Pradero, je crois. Et du coup, moi, je fais un Google et je tape Camino Pradero plus Elizabeth Short. Et là, je tombe sur un mec, un vieux militaire. Le mec, il a 80 balais, qui met des photos de la région de Pacific Beach, des photos aériennes, et là sur son site, donc c'est vraiment un petit site, hein. C'est un site où le mec il doit avoir genre 3 visites par an quoi. Et donc voilà, il met une photo comme ça, voici la zone en 1946, donc de Pacific Beach. Je dis ouais ok, et il écrit en point B que c'est dans cette zone qu'il y a une jeune mignonnette qui est resté avec des amis au 2750 Camino Pradera. La dernière personne qu'il avait vue vivante, en 47, était un voisin. Vous vous rappelez certainement de la victime du Dahlia Noir. Donc moi je vois ça, je dis putain c'est pas vrai, là l'adresse. Donc c'était 2750 Camino Pradera. Qu'est-ce que je fais? Je vais direct sur Google Maps. Et évidemment, il n'y a pas de Camino Pradera, ça n'existe pas. Donc je dis merde. Et je vais envoyer un message au mec pour lui demander si le voisin en question, je me suis dit on sait jamais, peut-être que le voisin en question, il a eu ensuite des enfants à qui il aurait pu donner des informations, j'en sais rien, bon bref. Donc je lui envoie un mail et le mec il me répond bah non, je peux pas répondre parce que j'ai dit c'était un voisin, c'était pas mon voisin déjà premièrement, puis il me dit j'avais 4 ans quand l'affaire a éclaté. Mais par contre il m'envoie une carte de 1948 et il me dit ben regarde ça sera là-dedans quoi. Donc voilà, il m'envoie cette carte. Donc voilà, je vois que c'est cet endroit là, le Camino, et ici c'est écrit Pradero. Alors j'ai dit putain les adresses ça change, ça n'arrête pas de changer. Du coup partant de là je me dis bon écoute ça va être simple, ici la côte elle ressemble à ça, donc je vais aller sur Google Maps et je vais juste faire une superposition des deux cartes. Les deux cartes sont ici et l'autoroute était placée au même endroit. La grande avenue était placée au même endroit, donc je me dis ok c'est ici, c'est dans cette zone là. Le tracé a changé, mais il y a l'air que c'est ici. Je m'en vais sur Google Maps, et sur Google Maps évidemment, tout ce que je peux avoir, c'est ça. C'est-à-dire que quand je veux faire Google Street, je peux aller partout. Cette rue-là je peux y aller, mais je peux pas aller dans la rue qui m'intéresse, qui s'appelle Saint-Christopher. Du coup, je pose la caméra ici, et je me rends compte que, en fait, donc ça c'est la gueule de la rue, ça c'est la gueule des maisons, et je vois ici qu'il y a un truc, un panneau genre Patrolled by G4S, je dis qu'est-ce que c'est, et là je vois qu'il y a des militaires dans le fond. Donc je me dis ok, ça doit être un endroit où il y a encore des militaires. Alors c'est ce que je dis à Florent, j'écoute mec c'est quand même fou
les militaires c'était au cœur de son univers et de sa vie finalement. Et puis là, la rue où elle habitait anciennement, enfin, en tout cas quand elle a été hébergée chez les French, ça soit effectivement ce soit des résidences pour militaires. Et c'est pour ça, à mon avis, que je pouvais pas y aller avec Google Street, tout simplement parce que certainement avec les attentats, etc. Donc du coup, j'étais content de trouver ça. Et puis entre-temps, je mets mon nez dans les trucs du FBI et je vois qu'ils me sortent l'adresse des French, mais je vois que eux ils disent par exemple, ils disent que c'est Todero. Et je dis putain Todero, c'est pas vrai, je vais pas encore rechercher dans la map qu'est-ce que c'est tout. Mais au même moment sur Twitter, il y a un mec qui m'envoie, donc qui est dans le chat avec nous, hein, Eldon Cuivras, et qui s'en va chercher carrément dans l'annuaire de l'époque. Et il me trouve donc l'adresse exacte dans l'annuaire de l'époque. Et il me trouve que Elvira French, qui vivait avec Dorothy, au 2750 Camino Pradera, et qui vivait aussi avec un certain Carré E. Et là, je me dis, ok, on a le nom du gamin maintenant. C'est-à-dire que dans les bouquins, il disait de manière très évasive qu'elle vivait avec une certaine Vera French, sa fille Dorothy, et son frère. Parce que du coup, moi, j'ai recontacté le mec, l'ancien militaire, et je lui ai dit... Entre-temps, il m'avait recontacté en me disant, de toute façon, les maisons, elles étaient toutes les mêmes, donc je peux pas vous envoyer exactement la photo de l'époque de cette maison en particulier. Néanmoins, je peux vous envoyer une photo des maisons en général. Et il me dit, de toute façon, toutes les maisons ressemblaient à ça. Par contre, Camino Pradera, c'est dans le fond de l'image. Donc ça doit être quelque part par là, je pense. C'est des maisons jumelles, hein, c'est ça? Ou par là. Je sais pas trop. Ouais, on dirait des maisons jumelles. Et ensuite, il me précise, il me dit, mais Camino Pradera, ça appartient à Bayview Terrace. Et Bayview Terrace, c'était des gens de l'US Navy. Donc je lui dis, donc est-ce que ça veut dire que le mec, le Carré, qui est dans l'annuaire, c'était un militaire de l'US Navy? Il me dit absolument, parce que c'était un quartier qui était uniquement fait pour les militaires. Donc du coup, ça m'a éclairé, parce que je me suis dit, bah ok, donc maintenant, non seulement j'ai le nom du mec, Carré, mais en plus, je sais que c'est un militaire de l'US Navy. Bon bref, du coup, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est dans le genre de recherche. Et ça nous permet vraiment d'être au plus proche de ce qui s'est passé dans l'affaire, quoi. C'est pointu, hein, franchement. J'ai halluciné quand t'es revenu avec les résultats, et puis les trucs, les cartes postales de l'époque. Mais moi, je continue d'halluciner. Je commence à faire des recoupements tu vois, d'interrogatoires où je me dis, attends, le mec là, il parle d'un petit gars trapu au teint sombre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a évoqué, ce mec-là. En fait, comme ça, je commence à faire des recoupements et je me dis, mais, tu vois, mais ce gars-là, donc, il est à tel hôtel. Enfin, c'est super intéressant. Moi, ça me passionne et je trouve que au fur et à mesure qu'on va s'avancer, on va commencer à avoir un truc extrêmement complet et très très proche de la réalité. Alors forcément, il y aura toujours une partie un petit peu d'interprétation. Néanmoins, quand le mec a rencontré Elisabeth, il dit exactement tout ce qu'ils se sont dit quasiment quand ils se sont rencontrés. Donc nous, quand on va mettre ça, quand on va illustrer ça, ça va être costaud. Moi, regarde qu'est-ce que je t'ai fait, Florent. Quand tu auras des liens internet, tu auras juste à cliquer. D'accord. Tu vas à la page. C'est tellement puissant. Et tu auras l'image, mais d'aujourd'hui, évidemment. Tu vois? Ouais, enfin, c'est des bâtiments d'époque, ça. Voilà. Et donc, en fait, tu vois, là, il revenait de... Le mec, il était sur Pershing Square. Il était en train de remonter. Sûrement qu'il avait visité Pershing Square. Il y a le Biltmore qui est ici. Le Biltmore, ouais. C'est là où elle disparaîtra plus tard. Oui, ouais. Ouais, les bâtiments A3. Je sais pas si tu te souviens. Alors, je sais qu'il y a Yuck il y a Yuck qui est dans le chat. Et donc, Yuck, je sais pas si tu te souviens, on avait enregistré des bruits de circulation pour le film Moutafoukaz à cet endroit-là. Et toi, Flo, on s'était arrêté, je crois, ici.
et on était allé dans un Starbucks Coffee ici à l'intérieur des bâtiments. Ah si, ça me dit quelque chose, ouais. Et t'avais téléphoné à Nat. Ouais. Ben, c'est ici, c'est à cet angle-là que le fameux Fetcher a rencontré Elizabeth Short. D'accord, l'angle là, d'accord. C'est cet angle-là. En tout Ouais. cas, moi, de ce que je comprends de ce qu'il raconte, c'est-à-dire, il revenait de Pershing Square. Il était entre la 6e et Olive. Donc, Olive, c'est ça, la 6e, c'est ça. Et il l'a rencontré à un angle où il y avait un magasin. Alors, ça pourrait être celui-là, hein, tu vois. En fait, ce que je vais faire, là, c'est la prochaine étape, c'est qu'après, je vais essayer de trouver des endroits en 1947. Ouais, c'est pas mal. Parce que là, il y a des bâtiments qui sont pas d'époque, ouais. Voilà. Donc ça, moi, je t'enverrai tout ça. Et en fait, je fais ça pour chaque... endroit, rencontre, etc. quoi. De toute façon, déjà, avec le travail que tu as fait, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que tu peux écarter beaucoup d'hypothèses fantaisistes sur le tueur d'Elizabeth Short. Mais carrément. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'en plus, c'est des thèses qui sont étayées par des bouquins que tu as lus. Ouais. Qui peuvent parfois être assez convaincants. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vu un reportage et je me suis dit, tiens, ouais, ça a l'air pas mal et tout, je commençais à me projeter dedans. Et effectivement, bah, voilà, il y a des personnages comme Odell, comme George Odell, qui sont vraiment. Voilà, ça tient de la légende urbaine, quoi. Le mec, Ouais. a priori, ça ne serait même pas croisé, quoi. Alors, tu veux que je te dise un truc? Vas-y. Là, pendant ce temps-là, pour ceux qui nous suivent, histoire qu'ils se fassent pas trop chier, parce que ça devient peut-être un peu trop technique, mais bien qu'ils te voient quand même dessiner. Hein. Mais l'histoire de George Odell, j'ai réfléchi à son truc, parce qu'effectivement, il n'y a rien, mais il n'y a rien, même dans le dossier du FBI, il n'y a rien, mec, il n'y a absolument que dalle. Ouais, il y a que dalle. De ce que je pense, parce que Odell, le fils Odell, tiens, regarde bien ça, Yoc, parce que tu verras, tu vas kiffer. Le mec, alors peut-être que tu l'as déjà enregistré d'ailleurs, mais le mec, il s'est amusé. Alors je me demande si c'était pas un mec qui bossait dans les affichages, un publicitaire. Il a pris que des pubs de l'époque, et je trouve ça assez fascinant. Super. Donc, pour revenir à cette histoire de Odell, il se trouve que, en gros, tout a commencé quand le mec, donc Steve Odell, c'est un mec qui bossait au Los Angeles Police Department, et son père, George Odell, était une espèce de médecin fantasque, une espèce de dandy et chirurgien, et qui apparemment faisait des avortements. Du coup, ça servait bien sa soupe de se dire, comme les mecs qui recherchent un médecin, vu que le corps a été coupé en deux de manière extrêmement propre et professionnelle. De ce que je comprends, c'est qu'en fait, le mec, il a découvert à la mort de son père en 1991, il a découvert un petit carnet dans lequel il y avait des photos de femmes. Et parmi ces photos de femmes, il y a, d'un coup, il tombe, il se dit, mais nom de Dieu, cette photo, je la connais, c'est Elizabeth Short. Partant de ça, il commence à mener son enquête, et il découvre aussi que dans le carnet de son père, il y a la photo d'une femme qu'il ne connaît que trop bien, puisque c'est sa propre ex-femme. C'est-à-dire que ce mec-là, il avait été marié à une meuf très très mignonne, une asiatique, pendant un temps, et ensuite ils avaient divorcé. Et le mec, en fait, il comprend, en fouillant dans les affaires de son père, que cette petite meuf-là, en vérité, c'était la maîtresse de son père, et que si elle est sortie avec lui, Steve Odell, c'était pour faire enrager son père. Donc c'est un gros secret de famille. Et il y a aussi eu des accusations comme quoi ce fameux George Odell aurait fait des orgies avec sa propre fille qui s'appelait Tamara, dont on ne sait toujours pas si c'était fictif ou si c'était réel. Toujours est-il que lui, comme il a découvert la photo d'Elizabeth Short dans le carnet de son père, il a dit « Je suis persuadé qu'il est mêlé de près ou de loin à son assassinat ». Sauf que Florent, c'est pareil, toi en ce moment tu étudies beaucoup le visage d'Elizabeth Short. Est-ce que tu trouves que la photo elle ressemble à Elizabeth Short? Tu peux montrer la photo de la... En fait, elle ressemble pas du tout. Elle n'a pas du tout la même structure osseuse, elle a un visage couron, les sourcils qui partent sur le haut, sur les côtés, tu vois un peu le genre. C'est pas du... Là, la qualité est très mauvaise, mais ce n'est pas du tout elle. Et ouais, c'est ça, c'est cette photo-là. Ouais. Et ce que je pense sérieusement, c'est que lui, ses pièces à conviction, c'est la photo d'Elizabeth Short dans son carnet, qui n'est pas du tout Elizabeth Short. 2, l'autre élément de preuve, c'est qu'il dit qu'il a été officier au Los Angeles Police Department, donc il a une intuition de taré, parce qu'il a résolu 300 crimes. Ok, admettons. Tout sauf une preuve, quoi.
C'est pas une preuve du tout. Et troisième preuve, pour lui, c'est que son père, la maison de son père a été mise sous écoute par le FBI parce qu'il était suspect dans l'affaire du Dahlia Noir. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est que c'est des éléments qui sont complètement décorrélés. En fait, effectivement, la maison a été mise sur écoute par le FBI, mais c'était pas du tout, mais ça je l'ai compris au fur et à mesure, c'était pas du tout dans le cadre du Dahlia Noir, c'était dans le cadre de malversation fiscale. Apparemment, il envoyait de l'argent à l'étranger, alors de ce que je comprends, possiblement en Allemagne. Il s'est fait exiler, ouais, le père Odell. C'est pour ça qu'Odell il s'est exilé, il sentait que le filet était en train de se resserrer sur lui. Et apparemment, il y a deux choses, et pour lui, pour Steve Odell, c'est absolument une preuve incontestable. C'est que, 1, la maison était écoutée par le FBI. 2, la secrétaire était morte d'une overdose. Donc lui, il soupçonne que comme son père était médecin, c'est lui qui l'a tué. 3, pendant les écoutes, je rappelle qu'on est en 1950, il a dit cette phrase à un interlocuteur qui avait un accent allemand. Il aurait dit « Admettons que j'ai tué le Dahlia Noir. Si je l'avais tué, qui pourrait en témoigner puisque ma secrétaire est morte ?» Donc pour lui, pour Steve Odell, c'est vraiment la preuve. Et d'ailleurs, j'ai revu aussi des émissions de True Crimes. Donc allez vous chercher un petit café, allez vous chercher des chips, je vais vous raconter l'histoire du Dahlia Noir. Elles reprennent toutes cet argument pour dire « Non mais c'est sûr que c'est Steve Odell qui a tué le Dahlia Noir. » Mais moi ce que je crois, c'est ce que je disais à Blacky la fois dernière au téléphone, c'est que le mec, tout simplement, il était dans des malversations fiscales. La seule personne qui était certainement au courant, c'était sa secrétaire. Et comme sa secrétaire était morte, de toute façon, il disait « Ils peuvent rien contre moi, vu qu'il n'y a pas de preuves, ils ne pourront même pas faire témoigner ma secrétaire. » Et pour dire à quel point sa secrétaire pourrait rien dire, il a pris en exemple l'histoire la plus énorme de l'époque, qui était l'histoire du Dahlia Noir, en disant « Et même si j'avais tué le Dahlia Noir, sous-entendu, même si j'avais fait le truc le plus énorme, admettons que je l'aurais fait, qui serait là aujourd'hui pour en témoigner, vu que ma secrétaire est morte ?» Moi, je pense que dans le contexte, il dit juste que, quel que soit le crime, si énorme soit-il, de toute façon, ils n'avaient rien contre lui, vu que la secrétaire était morte. Sous-entendu, les malversations fiscales dont il était accusé, plus personne ne pouvait témoigner de leur véracité. Donc voilà, moi je crois vraiment ça, parce que dans les documents du FBI, il est jamais mentionné dans l'histoire du Dahlia Noir. Et même Elisabeth, en fait, elle avait sur elle voyageait pas avec ses bagages à proprement parler. Elle avait une grosse malle qu'elle mettait dans une consigne d'une gare routière qui s'appelle Greyhound. Donc quand elle est morte, ils ont retrouvé la malle et ils ont retrouvé énormément de choses dans cette malle. Et notamment ses correspondances. Donc les lettres qu'elle envoyait, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à remonter plein de pistes. Mais dans les lettres qu'elle a reçues et qu'elle a envoyées, parce que des fois elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait pas, à aucun moment il n'y a George Odell, à aucun moment. Il y a tout le monde sauf lui. Donc moi ça me fait dire que cette histoire-là, le mec il l'a écrite, pour se venger de son père, qui était en fait sorti avec sa femme, mais avant qu'elle le rencontre, donc à la limite c'était... Et puis 2 pour faire du pognon. Parce que comment veux-tu qu'il se venge de sa femme? Il s'est dit, attends, je vais pas l'accuser de meurtre, ça tient pas la route. Ah bah tiens, mon père, je peux l'accuser de meurtre par contre. Vu qu'il était médecin. Ah bah tiens, le Dahlia Noir, c'est bien. Peut-être qu'il y a cru au début, puis au fur et à mesure de son enquête, il s'est dit non, c'est de la merde. Et puis ça faisait genre 6 mois qu'il bossait dessus, il s'est dit, bon vas-y, je vais finir le bouquin, je vais le vendre et on ne parle plus, quoi. Au contraire, il s'est tellement convaincu du truc qu'à la fin, il croyait à mort, alors qu'en fait, ça tenait sur rien, quoi. Je pense pas, tu sais pourquoi? Ah ouais, vas-y. Parce que si vraiment il s'est penché sur l'affaire... Oui, il peut. Enfin, il y a aucune chance que... Bah oui, et puis il y avait des suspects bien plus... Il y avait des suspects qui étaient... Et là, pour le coup, c'est vraiment troublant. Ouais, donc c'est vraiment cynique, quoi. Moi, je pense que c'est pour faire du blé, honnêtement. Ouais, de toute façon, cette piste-là, on a décidé qu'on n'allait pas lui donner suite, donc... Ouais. Alors du coup, je regarde un petit peu le chat, voir ce qui se passe.
On va la faire moins longue que la fois dernière, hein, les gars. Je vous Oui, le de dis toute tout de façon, là, suite. on avait dit qu'on ferait 1 heure, on a déjà 1 heure, on a fait 1 heure, donc... Ouais, on va peut-être pousser un peu plus loin, mais en Ouais, tout cas, vas-y. on fera pas 4 heures comme la fois dernière. Non, non, on va finir à 19h30. Bah, des petits. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça va être tendax de savoir quels bâtiments sont d'époque. Non, pas du tout, parce que justement, là en ce moment, je suis en train de fouiller les archives de Los Angeles. Donc, pour trouver des images de l'époque, des bâtiments, justement là, je suis à fond là-dessus en ce moment. Donc, ça, c'est tous les lieux. Et celui-là, dans le Los Angeles 1947, je fais vraiment coin par coin. Par exemple, je sais que entre Vine et Hollywood, elle a emmené des mecs manger, et du coup, je récupère toutes les photos d'époque, de manière à savoir exactement la gueule des bâtiments de l'époque, quoi. Donc non, ça c'est surtout Flo qui va avoir peut-être un petit peu du mal à s'y retrouver, mais je vais beaucoup l'aider dans ma manière de trier les docs. Comme ça, on saura exactement à quoi ça ressemblait aux endroits. Ce qui est magnifique, je trouve, c'est qu'en plus, dans le Los Angeles de cette époque, en tout cas entre Vine et Hollywood, tu sais, c'est là où est-ce qu'il y avait des faisceaux dans le ciel, tu sais. Ah oui, ouais, ça c'est super graphique. En Et plus, avec le smog ça va être chouette. qui est présent même de nuit, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Ça, c'est hyper typique, quoi. C'est hyper pittoresque. Ouais, c'est clair. Et ce qui est drôle, c'est que elle a emmené un mec, elle a emmené justement ce militaire, Fetcher, à assister à un broadcast. Et c'est lui qui le dit, le Columbia Broadcast Studio. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi, tu vois. Et en fait, en cherchant dans les archives de Los Angeles, etc., je suis tombé sur ça. Et ils expliquent qu'en fait, avant, il y avait un cinéma qui s'appelait le cinéma Mirror, dans les années 20 et 30. Et ce cinéma Mirror, ensuite, il est devenu le Luxe. Et d'un coup, quand j'ai lu, je me suis dit, putain, c'est ici, radio-théâtre. Donc c'est bien ça, parce qu'elle a dit qu'elle était allée voir avec lui une émission de radio. Je dis, elle était allée voir une émission de radio, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et en fait, ça se faisait, c'est-à-dire que tu avais des émissions de radio, et les gens, en fait, comme un peu aujourd'hui, hein, quand les gens vont à Europe 1 pour assister aux émissions, aux enregistrements, et elle était allée le voir, et j'ai même chopé, du coup, donc j'ai la date exacte, et j'ai même le nom du mec qui sont allés voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter, je vais essayer de retrouver l'archive pour savoir quelle émission est passée ce jour-là. Comme ça, on mettra des extraits, enfin on mettra un court extrait pendant qu'elle écoutait ça avec le mec, quoi. Donc en fait, ça se passait comme ça. C'était un peu comme si c'était un théâtre, sauf que les mecs enregistraient. Donc par exemple, quand Orson Welles avait fait La Guerre des Mondes, c'était un délire comme ça, tu vois, avec des acteurs qui venaient enregistrer en live. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant. Faudrait que je trouve une image du public, voir comment ils étaient installés. Mais De toute façon, on peut imaginer des gradins comme pour les tournages. Comme pour les tournages de sitcoms aujourd'hui, enfin les sitcoms, pas aujourd'hui, mais justement dans les années 90, quand il y avait dans Friends, il y avait des tournages sur plateau, quoi. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, à la fois, oui, c'est difficile pour répondre à la question du chat, mais c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire que c'est très documenté. Il y a énormément de... Même j'en deviens un peu fou et c'est obsessionnel, quoi. Mais il y a beaucoup d'images de l'époque. Et moi, je sais pas, mais j'adore les années 40. Tu sais, ils sortent des années 30, ils arrivent pas encore vraiment dans l'ère moderne, je trouve. Ouais, il y a encore un charme. Il y a un truc vraiment cool, je trouve, dans les années 40 qui est pas... Par exemple, moi, quand je vois un truc des années 1910, 1920, pour moi, les gens, c'est des extraterrestres, quoi. Et là, je trouve que dans les années 40, on n'est plus là-dedans, mais on n'est pas encore tout à fait chez les... Tu vois, quand je vois des trucs des années 50, je dis, ouais, bon, ça y est, je me sens beaucoup plus proche d'eux. Mais 40, c'est vraiment à cheval entre les deux. Par contre, je t'ai mis aussi un dossier que je trouve assez intéressant avec des références de style en général, que ce soit des fringues ou autres. Et parfois, je trouve que les images sont extrêmement modernes. Par exemple, je vais te montrer celle-là.
Ça, c'est fin 40. Ouais. On doit être en Ouais, 40, je crois que c'est 48 ou 49. Bah ouais, le piqué est vraiment hyper moderne, enfin en termes Mais même elle est moderne dans sa coupe. On dirait une petite latina d'aujourd'hui quasiment. Ouais. On dirait une latina Ouais, d'aujourd'hui déguisée en pin-up. Blacky qui se fout de ta gueule. Pourquoi? Il dit que 600 pages du FBI, de doc déclassés du FBI, en 5 jours, c'est pas obsessionnel. J'ai dormi 4 heures les 3 nuits précédentes. Enfin, non, 4 heures plus 4 heures plus 4 heures. Donc 12 heures en 3 nuits. Et regarde cette image. Je me suis dit, pour les French, ça peut être intéressant de voir un petit peu... Ils sont peut-être pas aussi ringos, mais ouais, ils sont... Mais ouais, c'est pas mal. Ça, c'est mignon, je trouve, l'espèce de petits trucs comme ça, Vichy, sur le jean, tu vois, ils sont... Ouais. Bon, ils sont déjà en jean. Regarde, donc au niveau du téléphone, tu vois, c'est ce que je te disais, le téléphone public, tu vois, c'est ça, quoi. Tu vois le cordon, comment il est, là? Ouais. Ah, ils ont encore des machins comme ça, là, en téléphone public? Bah, à mon avis, tout n'a pas été modernisé, tu vois. Oui, bien sûr. Donc ça a été des téléphones des années 30. Dans cette pin-up-là, j'ai été trouver effectivement un téléphone de cette époque-là, et ouais, on est dans un truc assez old school, quoi. Ouais. Et tu vois, on se posait la question à un moment donné, parce que j'avais lu que chez Mark Hansen, justement, le propriétaire de la boîte de nuit, les filles se reposaient et regardaient la télévision. Regarder la télévision? Effectivement, j'ai vu un intérieur de maison extrêmement moderne, et il y a une télévision. Voilà, ça ressemble à ça. Ah, excellent. Donc je sais pas si on fera une scène chez Mark Hansen, mais en tout cas, si on en fait une, Mark Hansen, il y aurait ça, ouais. Parce que les French, à mon avis, vu la tronche des baraques, on sera pas dans ce genre de... Non, puis c'est des militaires. Comme tu disais, il y aurait même pas le téléphone, quoi. Ben non, puis c'est des... Enfin bon, voilà, je vais regarder et je vais jeter un petit coup d'œil sur le chat. Alors les gars... Tiens, il y a Gigos qui a acheté Elle est noire. Et Bruno. Ah, Elle est noire, il est très bien. Bon, je pense qu'il est un petit peu rouillé maintenant en termes de maniabilité, etc. Mais c'est une super aventure. Moi, je voulais le relancer, mais comme j'ai passé plusieurs nuits à lire les dossiers... Bon, alors moi, je vais vous dire un truc, et je sais pas ce que vous en pensez. Dans la bande dessinée, on va s'en tenir strictement aux faits, c'est-à-dire qu'on va rien inventer, on va juste resituer, recontextualiser des choses dont on est absolument sûr qu'elles se sont passées. C'est-à-dire tout ce qui va être issu des interrogatoires de la police, dont on est absolument persuadé que les choses se sont passées comme ça, qui sont recoupés par d'autres sources, etc., etc. Donc ça ne sera pas forcément les moments les plus climax. Vous attendez pas à ce que dans la BD, on vous dise « c'est lui qui a tué, c'est lui qui a fait ça comme ça », ça n'arrivera pas. On va juste illustrer des moments qui sont complètement méconnus du grand public, de manière à recontextualiser, resituer cette histoire et montrer Elizabeth Short telle qu'elle était vraiment, et non pas comme une espèce de meuf qui voulait être starlet, etc., qui était a priori pas du tout le cas. C'était un peu une paumée qui se faisait entretenir comme elle pouvait, et qui était a priori, tout le monde disait qu'elle était vraiment extrêmement gentille, mais elle était un petit peu de temps en temps à taper du blé, à voler des petits objets, un petit peu système D, quoi, et qui à mon avis s'est retrouvée de fil en aiguille dans des galères, et jusqu'à terminer comme ça, quoi. Néanmoins, ça c'est pour la bande dessinée. Moi, au fur et à mesure que j'avance, évidemment, je commence à avoir des intuitions, voire même des fois je me dis, attends, ce truc-là, on en reparle là. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait le lien? Ah si, à un moment ils ont fait le lien. Ah bah ouais, mais ce mec-là, pourquoi on n'en parle plus après, etc., etc. Donc je m'étais dit que dans les bonus, j'allais m'en tenir aux faits dans un premier temps, et dans la dernière partie des bonus, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me disais, j'ai envie de donner ma théorie au regard de tout ce que j'ai découvert, de tout ce que j'ai compris de l'affaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec, évidemment, sans dire que c'est la vérité, en disant, voilà ce que moi je pense qui a dû se passer au regard de l'autopsie, des gens qu'elle a rencontrés, de ce qu'elle a dit, des personnages récurrents dans les recoupements d'interrogatoires, des galères qu'elle a pu avoir, etc., etc. Et j'ai même envie que tu fasses comme on a fait tout à l'heure, c'est que tu prennes un cas qui est très populaire et que tu le démontes un petit peu, quoi.
Malheureusement, presque contre moi, j'ai envie de dire. Parce que moi, au début, quand je partais sur le Dahlia noir, je me disais, bon, j'en connais déjà un rayon, ça va... Je suis sûr... Justement, c'est intéressant de montrer que en recherchant et en tombant sur des vraies archives et pas des livres qui sont bourrés de biais de perception, que tu arrives à trouver une autre vérité qui est pas celle qui est communément admise, quoi. Ouais. Mais ouais, carrément. Moi, au début, je voulais faire l'angle vraiment Robert Manley. Je veux dire, Robert Manley, c'est le dernier mec qui l'a vu de source sûre, vivante, et qui a un témoignage extrêmement documenté et recoupé par plusieurs sources. Donc je me suis dit, ce mec-là, c'est super intéressant, donc on va prendre cet angle-là. Néanmoins, je trouvais juste dommage que ça se passait pas à Los Angeles, mais à San Diego. Donc je me dis, ouais, c'est un peu dommage. Et puis ça termine par, bon voilà, elle disparaît dans la nuit à 22h près du Biltmore Hotel. Alors ce qui est marrant, Florent, c'est que, tu vois, elle disparaît dans la nuit et tout, toi tu l'imagines à pied. Ouais. Et en fait, les témoignages disent non, elle est montée dans le trolley. En fait, à l'époque, il y avait le trolley, il est extrêmement important, on s'en rend pas compte, mais c'est pareil, j'ai chopé plein de références. C'est bien ça. Il passe partout. Parce que tu sais que le trolley, il a été justement défoncé par l'industrie automobile pour obliger les Américains à acheter des bagnoles. Exactement. Intéressant ça. Et du coup, par exemple, moi à un moment j'étais paumé parce qu'il parlait dans les bouquins et dans certains trucs, ils se contredisent. Ils disent elle est montée dans le bus, après elle est montée dans le train. Je me disais, elle est montée dans le bus ou elle est montée dans le train? Tu sais, ça m'énervait. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que elle est montée dans les deux en fait. En fait, c'était à la fois un bus et un train, c'est-à-dire c'était... Donc il y avait un trolley qui était dans la ville, qui était interne, et il y avait un trolley qui parcourait le Pacifique. D'accord. Donc ça, par exemple, c'est le Rapid Transit Trolley, et c'est là-dedans qu'elle est montée, et ce truc-là, il y avait un arrêt juste en face du Biltmore Hotel. Et apparemment, elle voyageait beaucoup avec ça, parce que ça coûtait pas cher. Et j'ai même les jetons de l'époque, si on veut. Si jamais on fait un gros plan, genre, tu sais, quand on met le jeton dans le... Ouais. Le fil au... Ah d'accord, ils sont à journée. Ouais. C'est marrant, ça. Et par contre, pour visiter, genre quand elle est descendue à San Diego, etc., elle a certainement dû prendre le Pacifique. Bon, je sais pas, là, je l'ai rangé ailleurs, mais un autre trolley qui... Il y a Yuck qui dit qu'il a une vidéo du trolley. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais, on va passer. Voilà. Par exemple, ça, c'est le highway. Tu vois, là on est en 49, et tu vois ici, le long de l'autoroute, ouais, d'accord, ok. t'avais cette espèce de, ils appelaient ça un bus électrique, dans lequel tu pouvais aller, voilà, il est là, tu vois, donc c'est possible que les mecs qui retranscrivaient, ils écrivaient juste bus, quoi. C'est ça. Et tout ça pour dire que effectivement, au début, quand je me disais on va couvrir juste l'affaire Robert Manley, ça sera suffisant. Je me dis dommage parce que il n'y a pas beaucoup de Los Angeles et puis c'est compliqué. Donc au fur et à mesure que je me renseignais pour savoir comment on en était venu là, j'avais l'impression de tirer un fil interminable. Parce que moi je peux pas rentrer dans une histoire sans savoir ce qui s'est passé avant. De manière à ce que moi, s'ils font allusion à un événement passé, que moi-même je le maîtrise. Parce que à un moment donné, elle dit à ce mec-là qu'elle a été mariée. Moi, j'ai besoin de savoir si elle était mariée, donc je cherche et tout. En fin de compte, c'est plus compliqué que ça. Elle a été peut-être fiancée, mais en même temps, le mec s'est tué. Donc au fur et à mesure, j'ai tout détricoté, de manière à ce que je me dise au bout d'un moment, mais quand j'ai lu d'autres interviews avec des mecs qui sont extrêmement précis sur ce qu'ils ont fait avec elle, etc., je me suis dit, c'est tellement dommage de ne pas les exploiter. Parce que moi, j'étais complètement plongé dans ce que je lisais, et je voyais vraiment... je la voyais vivre, entre guillemets. Mais je la voyais vivre, on va dire, elle pour de vrai, et non pas le fantasme du Dahlia noir qu'on s'imagine tous, c'est-à-dire la starlette, etc., etc. Et je me suis dit, non, il faudrait plus que 30 pages, parce que c'est un sujet bien trop intéressant pour n'en faire que 30 pages. Mais ça ne peut marcher, selon moi, que si Florent me disait, ok, Pour se dire, ouais, bon, on le traitera dans une autre histoire, ou un truc comme ça, ou faire une suite, enfin, ça n'a pas de sens. Autant le faire, autant effectivement faire un spécial
Ouais. et qui couvre tout ce qu'on a à couvrir, et puis qui propose des pistes de lecture, et comme certains disent dans le chat, une espèce d'interactivité, presque un livre enquête pour les lecteurs, d'essayer de trouver qui a tué Diana. Ouais, et même l'enquête, elle est même pas tant dans le qui a tué, on est plus dans qui est-elle, quoi. Qui est-elle? Ouais, c'est ça, qui était-elle. Alors, on me pose une question, ça t'arrive souvent de développer des sujets aussi obsédants? En tout cas, c'est très communicatif, donc ça c'est cool, tant mieux, je suis content de ça. Ah, c'est cool. Oui, bah le Twitch, bah tout s'est fait vraiment le Twitch, hein, c'est pas, j'ai pas réfléchi, hein, je me suis juste dit tiens, je vais faire un Twitch, et puis comme c'est le confinement, je me suis dit bah, peut-être pour une fois on va montrer aux gens la manière dont on travaille, parce que parfois les gens s'imaginent beaucoup de choses autour du label 619, et c'est pas vraiment comme ça qu'on bosse. À la fois ils s'imaginent qu'on est tous dans le même studio, ce qui est complètement faux, et souvent j'ai l'impression qu'ils s'imaginent que c'est pas aussi documenté, aussi détaillé ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'au bout du compte, quand les gens ils vont voir l'histoire, ils vont lire, ils vont tourner les pages, ils vont voir des décors et tout, ils vont pas se dire ouais mais derrière ce bout de mur, il y a 5 heures de recherche quoi. Donc c'était une manière un petit peu de se dire bah tant qu'à faire, vu que tout le monde est en confinement, autant partager notre façon de travailler, vu que les gens semblent un petit peu s'intéresser à nos publications, et qu'à cause du confinement on peut pas sortir les bouquins qui étaient censés sortir. Donc je me suis dit, bah autant peut-être les impliquer dans nos projets, quoi. Donc je me demande, parce que là je vois 30 pages plus 30 pages, en fait on n'en sait encore rien. Moi je pense que je vais déjà écrire le script, je vais l'envoyer à Florent. Et puis tomber un storyboard, et puis... Voilà, et en fonction de quoi, peut-être à un moment donné on fera full BD, au moins 60 pages, ça on en est sûr. On va dire que c'est au minimum. Mais peut-être que le bonus, on ferait des bonus avec des cases par-ci par-là, peut-être, j'en sais rien. On verra ce qu'on fait. Et peut-être si Florent il peut pas, ça sera peut-être d'autres gens, enfin j'en sais rien. On va... C'est possible. C'est vraiment des choses à réfléchir entre nous. Tiens, je vais te montrer Anne Toth, et au fur et à mesure de l'histoire, je me dis, mais merde, j'en dirais que je suis en train de tomber amoureux de cette meuf-là. La mystérieuse Anne Toth, qui était très difficile à trouver apparemment, c'est ça, hein? Ouais, ça y est, j'ai trouvé des photos d'elle. Aujourd'hui, elle doit être morte. Elle est morte en 91, j'ai vérifié, t'inquiète. Ah, tu vois, elle a peut-être des sourcils un peu trop épilés, c'est vraiment la mode de l'époque, ça. Je l'adore. Mais en fait, je dis ça pas juste sur sa photo, hein, c'est sa personnalité qui est retranscrite aussi au travers de ses interviews et tout. Par exemple, à un moment donné, les flics ils disent à Mark Hansen, ouais, elle ressemblait à quoi, Elisabeth? Et puis lui, il envoie le boulet direct, genre ouais, elle avait un lot cuit, elle avait les dents toutes foncées, elle m'a piqué mon petit carnet, j'étais même pas au courant. Tu sais, il envoie le truc, et il fait, elle avait des mauvaises fréquentations et tout, et elle direct, elle lui dit non mais elle l'arrête en disant non mais c'est pas bien de dire ça, et c'était la plus gentille fille que j'ai jamais rencontrée. Tu sais, elle lui tient tête, tu vois. Ouais. Et du coup, avec sa petite tête, plus tout ce que je lis d'elle, et du fait qu'elle se laisse pas faire comme ça, je me dis, ah, j'aime bien cette personnalité. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Cool. Bah, j'essaierai de lui rendre justice, je penserai à toi. Anne Toth, ouais, ben, on va pas l'avoir beaucoup, hein, je pense qu'on va l'avoir juste rentrée de chez sa mère, elle était partie à Richmond. Au moment où Elisabeth avait apparemment appelé Mark Hansen pour lui dire pour lui demander si elle pouvait retourner dans la villa. Et puis elle est jamais revenue. Bon bref, voilà quoi. On a de quoi faire là. Ouais. Tu veux parler un petit peu de ton dessin avant qu'on coupe? Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. J'ai continué comme ça. Je suis parti sur une idée assez classique de la pin-up. J'ai pas voulu les faire trop sexy, parce que Gilles Evren il peut les faire encore plus sexy que ça, parfois avec les jambes en l'air et tout. Là je suis dans un truc où elle écarte pas les jambes, quoi, un truc où elle a les jambes repliées au moins. Ouais. Et on peut bosser l'expression des fois, pas grand chose pour donner un petit côté triste, mais moi je la trouve bien là. Je la trouve bien justement parce qu'elle est un peu réservée. On disait d'elle quand même qu'elle était timide, tu vois. Ouais. Il y avait un côté fille gentille. Enfin, j'ai l'impression que c'était ni la femme fatale, ni
la guicheuse de base. Je crois elle jouait beaucoup sur ce côté fille fragile que tu as envie de protéger, quoi. À chaque fois il y a beaucoup de témoignages de gens à qui elle a fait la manche, à qui elle demande un quart de dollar et qui va finir par partir avec un demi-dollar, quoi. Ouais, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu l'as bien. Je trouve que tu la tiens bien. À la fois, elle est un petit peu plus jolie que ce qu'elle était en vérité. Mais c'est bien, ça va être très bien pour l'histoire. En fait, le truc, c'est que soit je m'en tiens aux photos que j'ai, non, soit je me dis des fois, je sais qu'il y a des meufs qui sont pas photogéniques, ouais, qui sont super charmantes en vrai, et que quand tu vois les photos, tu fais oh là là, elle a une tête de veau là, ça va pas du tout. et j'ai l'impression que c'est le cas de cette meuf. oui, Tu vois, il y a des photos d'elle qui circulent, tu fais oh là là, je comprends pas que les mecs ils craquent pour elle, quoi. Et donc devant ça, je me dis bah en fait, je vais pas avoir le choix d'autre choix que d'interpréter en fait le personnage, oui, bien sûr. et de lui donner justement ce côté rafraîchissant, vivant, qui est pas aussi fort dans les photos qu'on a pu garder d'elle, quoi. Non, et t'as raison. T'as raison, parce qu'elle avait quand même un magnétisme, apparemment, tout le monde tombait dans le panneau, quoi. Je pense, en fait, tu vois, c'est le genre de meuf, je pense, qui est next door. C'est-à-dire que, tu vois, les filles qui sont vraiment trop belles, à moins que le mec, il ait over confiance en lui, tu les approches pas, quoi. Tu vois, elle, à mon avis, elle était comment, un peu next door, tu vois, je pense. Un peu next door, mais par contre, elle s'habillait bien, elle envoyait quand même le boulet, parce que tout le monde le disait. D'ailleurs, le militaire dit que quand ils sont allés manger ensemble, la table d'à côté, il disait je crois que c'est une actrice, des studios RKO, vas-y, t'as vu comment elle habillait et tout. Elle donnait cette impression d'être c'est d'être ouais, puis presque de star, tu vois, elle donnait une impression de star. Néanmoins, dans les détails, ça l'était pas, quoi. Je pense que dans les détails, elle était quand même next door, elle avait quand même les dents abîmées, etc., etc. Donc c'est ça que je trouve assez touchant dans Elizabeth Short, et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de retranscrire. Ouais, tout à fait. Tu vois, il faut falloir bosser sur les traits de caractère, c'est un truc qu'on a fait, effectivement, de bosser sur son profil psychologique pour essayer de la représenter au plus juste, quoi. Ouais. Mais là, elle est bien. Et donc, dans le chat, il y a une question. On demande est-ce que les pin-ups seront dans le bouquin? Bah oui, je pense même qu'on allait peut-être en faire des stickers éventuellement pour la sortie du bouquin, des beaux stickers un petit peu pin-up comme ça d'Elizabeth Short. Et je pense que ça fait du bien aussi de la voir autrement que coupée en deux dans un terrain vague, quoi. C'est un peu ça qu'on voulait, c'est-à-dire lui rendre une espèce de dernier hommage, et qu'on arrête de garder la mémoire d'elle, ce cadavre coupé en deux, les jambes écartées. Enfin, c'est vraiment c'est hyper cru comme image, quoi. Tu les trouves sur internet avec les trous partout dans le corps. Enfin, et puis ce visage complètement abîmé, ouvert en deux. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Et je pense que la nana ouais. faire ses aventures, elle mérite peut-être autre chose que ça comme image costume, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis en plus, l'air de rien, la thématique est quand même assez moderne. C'est-à-dire que, tu vois, sans rentrer dans les trucs de masculinité toxique, etc., il y a quand même cette idée de... tu vois, à l'époque, les femmes, l'émancipation, c'était pas encore ça, tu vois. Par exemple, je sais que l'hôtel Figueroa, si elle est là-bas, c'est parce que c'était le premier hôtel des États-Unis où les femmes pouvaient rentrer et prendre une chambre sans qu'il y ait un chaperon masculin. Donc c'est pour ça que c'est devenu un haut lieu de l'activisme féministe à l'époque, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là-dedans. Et c'est parce qu'elle était là-dedans et qu'il y avait plein de figures féminines fortes qu'elle a rencontré une artiste qui l'a ensuite fait rencontrer Anne Todd et Mark Hanson.
Donc voilà. Du coup, je trouve quand même ça vachement moderne, l'idée ben, de, de fuir malgré tout, parce que c'est quand même ça qu'on ressent au fur et à mesure de l'histoire. Visiblement, alors c'est peut-être pas ce mec-là qui l'a tué, ce petit ami jaloux, il l'a peut-être pas tué, il a peut-être qu'il l'a harcelé, alors peut-être que c'est lui ou j'en sais rien. Toujours est-il que c'est à cause de ça que qu'elle avait que ça, Ouais, que sa fille était pas voilà, safe. Hein. et qu'elle passait son temps de logement en logement, qu'elle passait son temps à mentir aussi. Moi, je me demande quand elle dit qu'elle est mariée, etc. Je me demande si c'est pas pour mettre une barrière mentale au mec à qui elle parle. Ouais. Tu vois. Mais après, les mecs dans le chat, je sais pas si ça vous intéresse, faites-moi signe, mais j'ai encore énormément de questions à poser parce qu'il y a des choses qui sont toujours pas claires dans cette histoire par rapport aux événements. Et si ça vous intéresse, entre guillemets, d'enquêter de votre côté, parce que moi, au bout d'un moment, j'arrive pas à tout gérer, c'est-à-dire que entre les références photos, les trucs, machin, et puis d'autres questions que je me pose, ça me prend un temps fou pour aller vérifier les infos. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe parce qu'il y a 2-3 questions que j'aimerais vous poser et si ça vous dit d'aller enquêter là-dessus, moi c'est volontiers quoi, parce que j'ai du mal à la joindre les deux bouts. Et même en lisant tout le dossier déclassifié du FBI, j'ai encore il y a des choses qui restent en suspens, notamment cette idée qu'elle retourne voir sa sœur, soi-disant au Biltmore, et il y a des sources qui disent que sa sœur s'est mariée en janvier à Los Angeles. Donc est-ce que c'était exact? C'est-à-dire que est-ce que vraiment sa sœur est venue à Los Angeles? Et si elle est venue à Los Angeles a priori et qu'elle s'est mariée, je me dis bah pourquoi Elisabeth elle n'était pas au mariage? Euh, donc tout ça j'aimerais comprendre, mais j'arrive pas à trouver le fin mot d'histoire. Elle se serait mariée à un certain Adrian West. Elle s'appelait Virginia Short. Et je voudrais savoir, par exemple, si elle s'est mariée à Los Angeles en janvier 47, quoi. Donc voilà, ça, j'arrive pas, je me suis pas encore, j'ai pas suffisamment, j'ai pas trouvé la réponse. Par contre, si effectivement c'est le cas, je me dis, bah alors dans ce cas-là, c'est bizarre, comment ça se fait qu'elle avait rendez-vous avec sa sœur, du coup elle n'est pas allée voir sa sœur? Ou alors peut-être que son père a dit, parce que son père était à Los Angeles au même moment, Cléo Short, et comme il s'était engueulé à fond en 43, peut-être il a dit son père, vas-y, tu me ramènes pas Betty, je peux plus l'avoir en peinture, tu vois. Tout ça, c'est vraiment une énigme encore. J'ai du mal à. Mais bon, à la limite, pour la BD, on n'a pas besoin. Ça, c'est plus pour les bonus à la fin, pour bien finir et tout. Mais. Donc voilà, ça, c'est des questions comme ça. Je m'en pose encore des tas, hein, mais je vais pas toutes vous les sortir là. Par contre, si ça vous intéresse, ben moi, je peux vous faire une liste de questions. Et puis, s'il y a des gens qui savent pas quoi faire pendant le confinement et qui veulent creuser les pistes, je suis à fond pour quoi. Donc je dis une dernière fois le chat et puis après on rend l'antenne, Florent. Ouais, on peut faire ça. Alors, il y a Gax qui nous dit la théorie de Torso, le meurtrier de Cleveland, j'y crois pas moi. Pour moi, j'y crois pas du tout, je vois pas pourquoi, surtout des meurtres en série, on a eu un paquet dans la région de San Diego à l'époque. Et à la limite, s'il y a un mec à suspecter, c'est le mec de San Diego, le tueur de San Diego, mais l'époque était extrêmement violente, hein, apparemment. Extrêmement violente. Il y avait moins de meurtres par an. Par exemple, à Los Angeles, il y a 323 homicides en 2000, je crois que c'était en 2017. Et en 47, j'ai vérifié, je crois qu'il y en a eu 119. 119 homicides, par contre, plus de 800 agressions à armes blanches, poing américain, coups de couteau, etc. Donc c'était quand même une époque extrêmement compliquée. Donc, comme la population avait énormément grossi, plus de 30% de population en Californie, et qu'il y avait des militaires qui revenaient avec des PTSD du front et qui étaient un peu des glingos qui se saoulaient et tout, il y a une recrudescence d'homicides assez tarés, et la police était tellement sous-effectif par rapport à ça, que les mecs ils narguaient les flics même. Il y a énormément d'homicides où il y avait des messages adressés directement à la police en mode attrape-moi si tu peux. Et d'ailleurs, le truc dont on parle souvent, et Stéphane Bourgoin notamment, du Fuck You BD, un corps qu'on avait retrouvé, je crois que c'est Jeanne French, avec écrit au rouge à lèvres Fuck You BD,
A priori, ça serait PD, Police Department, et non pas BD, Black Dahlia. Donc, tout ça fait que c'est très confus et qu'on a du mal à penser 1947 à Los Angeles avec un cerveau 2020 en France. Voilà, et donc en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre en mode 1947 Los Angeles dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que même quand je vais me coucher, je regarde des émissions sur Hollywood de l'époque, etc. Je baigne là-dedans, et je sais qu'une fois que ça sera fini, je passerai à complètement autre chose. Je retournerai dans mon Las Vegas moderne pour faire l'Arc de Noutafkaz, etc. Bon, Florent, t'as un mot de la fin? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Ce que tu veux. Bon confinement, tenez bon jusqu'au 11 mai. Ouais. Bah ouais, on va taffer dessus, hein. On va passer notre confinement dessus, on va commencer à faire le storyboard dès qu'on aura le texte. C'est cool, quoi. Carrément. Et puis, si, ouais, c'est un fun fact, mais c'est notre plus gros projet en commun avec Run, Ouais. lui au scénar et moi au dessin. On avait déjà fait un petit 5 pages, là ce serait notre premier gros projet, quoi. Ouais, on l'a jamais fait et je pense que franchement ça vaut le coup là. Ah, ça mérite, c'est bien. Ouais. Ouais, vraiment, moi je suis content parce que je pense que le projet, en tout cas, l'angle comprend. Il y a Drangal qui le mentionne, mais l'angle comprend, je l'ai jamais vu dans une œuvre populaire. Non, et à chaque fois que tu vois un reportage sur le Dahlia noir, ça commence, en fait, Elisabeth Short elle est déjà en morceau, quoi. Souvent, ouais. Et quand je lis et quand j'écoute des trucs de true crime sur le net, ils disent vraiment mais de la merde. Mais tu peux pas t'imaginer les raccourcis qu'ils font. Des fois, ils prennent trois événements, ils en font plus qu'un qui est à peu près mal branlé et tout. Donc, je trouve que c'est une des affaires les plus connues dans le grand public, entre guillemets, le Dahlia noir. Tout le monde dit ah ouais, je vois et tout. En vérité, personne n'en sait que dalle. Et moi, le premier, j'en savais rien, malgré tous les bouquins que j'avais lus, quoi. Non, il y a même une anecdote amusante quand tu as contacté l'Américain, là. Ah oui, bah, l'Américain, je l'ai contacté, du coup, cet ancien militaire qui vivait à Pacific Beach et qui avait mis cette fameuse photo du quartier dans lequel elle avait trouvé refuge à San Diego. Et je lui pose des questions, et je me dis, bon, bah, le mec, il est du terrain, il va savoir me répondre, quoi. Et il m'a dit, non, mais là, vraisemblablement, vous en savez plus déjà que moi. Et il a fini par me dire, tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est là, tu vois, j'ai l'impression que c'est dans ce coin-là, Camino Pradera. Tu vois, en fait, c'est des chemins, tu vois, c'est pas des vraies routes, quoi. Ouais, à l'époque, bah, de toute façon, c'est comme dans Psy City, quand tu commences à poser un petit quartier résidentiel, puis ça pousse, quoi. Mais en tout cas, ça devait pas être exactement là, parce que regarde, là, tu vois, ça marche pas, mais je vais essayer de retrouver l'endroit, et si je vois ici que c'est écrit Camino quelque part, vu que c'est à peu près les mêmes genres de baraques, quoique non, celles-là, elles sont pas pareilles, mais en tout cas, vu que c'était un quartier militaire, en tout cas, ouais, c'était neuf, c'était des petites maisons neuves. Et donc, le mec, il m'a dit, le militaire, il m'a dit, mais de toute façon, parce que moi, quand j'ai dit peut-être que il y a des gens dans le coin qui pourraient me renseigner, il m'a dit non, mais l'immense majorité des gens qui vivent ici ignorent même cette affaire-là, quoi, du Dahlia noir. Enfin bref, bon, en tout cas, merci à tous. Je vais lire un petit peu. On n'a pas pu être très réactif sur le chat, donc je vais lire tout ce que vous avez envoyé quand j'aurai coupé le live, de manière à voir un petit peu ce que vous avez dit. Et puis écoutez, on se tient au courant. On refera certainement un live prochainement. À mon avis, l'étape suivante, ça sera peut-être le check du storyboard. Je sais pas ce que t'en penses, Flo. Ouais. Donc ça, on garde le contact avec nos fidèles auditeurs. Carrément. Et puis comme ça vous permettra de voir aussi comment on travaille encore, parce que là, pour l'instant, c'est l'étape documentation. Ensuite, là, je passe à l'étape script. Ensuite, il y a l'étape storyboard. Et puis comme ça, vous verrez un petit peu chaque étape de la création d'une bande dessinée, quoi. Bon, merci à tous. Et puis, on se tient au courant. Merci. À vous Cognac G, à vous les studios. Ciao, salut.